cette rencontre exceptionnelle. Christophe André et Jeanne-Marie Touraine, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de ce magnifique prieuré. Alors avant d'écouter Christophe, nous allons vous présenter notre association Jeanne-Marie Touraine, représentée par Daniel Le Breton, notre président, qui est dans la salle, et accompagnant en unité de soins palliatifs à Luynes, Jean-Francis Monvoisin, qui est vice-président, trésorier et accompagnant en USP, et tous les bénévoles accompagnants que vous avez rencontrés tout à l'heure, qui vous ont remis des enveloppes, et moi-même, Brigitte Littek, coordinatrice des bénévoles et également accompagnante en soins palliatifs à Luynes et en alternance au CHU Bretonneau dans le service d'oncologie. Alors, Jeanne-Marie, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et c'est une association qui a été créée en 1983 à Grenoble par le docteur Scherer. Alors, le but était de créer une association au sein d'une structure de soins palliatifs afin de susciter dans la société un changement des attitudes et des mentalités face à la mort. Alors, Jeanne-Marie Touraine est une association sans but lucratif, laïque, apolitique et ouverte à tous. Et nous sommes présents sur Tours depuis 35 ans. Alors, après une formation sur une année, nous accompagnons les personnes malades ou gravement malades, les malades en fin de vie, les aidants et les endeuillés. Et tous les mois, nous avons un groupe de parole qui est obligatoire et encadré par une psychologue. Alors, à l'accueil, les bénévoles vous ont remis une enveloppe. Alors, dans cette enveloppe, vous trouverez notre flyer détaillant nos actions et nos missions, un document explicatif sur les directives anticipées et la personne de confiance, et un bulletin d'adhésion pour nous soutenir. Cette adhésion permet de financer la formation des futurs bénévoles et la formation continue des bénévoles accompagnants, ainsi que les psychologues qui encadrent nos groupes de parole, et cela permet également d'organiser des manifestations comme cette rencontre de ce soir. Alors, Jeanne-Marie Touraine étant affiliée à la Fédération Jeanne-Marie, reconnue d'intérêt public, votre adhésion ou votre don donne droit à une réduction d'impôt. Après l'intervention de Christophe André, nous nous accorderons un peu de temps pour dialoguer avec vous et répondre à vos questions. Ensuite, vous pourrez vous rapprocher de la boîte à livres avec une séance de dédicace. Nous vous souhaitons de passer tous un excellent moment et maintenant, merci d'accueillir Monsieur Christophe André. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci évidemment à Jeanne-Marie d'avoir organisé cette soirée, et puis merci à vous toutes et à vous tous de votre présence ici, puisque vous l'avez compris, vos entrées servent à soutenir l'action de cette association, et c'est vraiment important parce que c'est un travail particulièrement précieux. Donc, le thème de la rencontre, en ce qui me concerne en tout cas, porte sur les consolations, puisque je suis médecin psychiatre, je m'appelle Christophe André, donc je suis médecin psychiatre, et j'aime bien aussi écrire des livres qui portent sur des sujets variés comme l'estime de soi, la méditation, et mon dernier ouvrage porte sur la consolation. Et comme ça a paru être un thème assez proche du travail que fait Jeanne-Marie, voilà, on m'a invité à vous raconter un petit peu cette réflexion sur la consolation. Donc je vais parler pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure. Après, on prendra le temps d'échanger, soit sous forme de questions, mais peut-être aussi sous forme de témoignages personnels que vous aimeriez partager à propos de la consolation. Et puis aussi, évidemment, par rapport au travail de l'association. Donc, tout cela mélangé nous fera sans doute une belle discussion. Alors, j'avais prévu au départ d'utiliser des diapositives, puis bon, voilà, en fait, on va faire autrement. Mais du coup, je regarde un peu, je vais vous raconter mes diapositives. Enfin, je ne veux pas toutes, parce que là, par exemple, la première diapo, c'est une question que je me pose souvent.
vraiment souvent, c'est deux pingouins qui se parlent, et il y en a un qui dit à l'autre, parfois, je me demande si c'est la vie qui est dure, ou si c'est moi qui suis tendre. Et je ne sais pas vous, mais j'ai souvent ce sentiment que c'est compliqué parfois même, sans attendre la fin de notre vie, d'affronter certaines circonstances de notre existence. Et la vie, c'est vraiment un truc très très chouette, mais parfois un peu rugueux. L'idée de ce livre sur la consolation m'est venue en 2015, quand je suis tombé malade. J'ai eu un cancer du poumon, alors que je suis non-fumeur, donc c'était très imprévu, on l'a trouvé par hasard. En m'enlevant une tumeur du rein, on s'est aperçu que j'avais un cancer du poumon, c'était une mauvaise séquence. Et en fait, c'était de la chance, puisqu'on a pu faire tous les soins adaptés. Et ça a été l'occasion de me retrouver, et c'est toujours pour les soignants un moment intéressant quand même, de me retrouver du côté de mes patients. Évidemment, comme tout le monde, j'avais été malade auparavant, mais là, j'avais une maladie qui pouvait me faire mourir, donc ça changeait quand même un tout petit peu mon regard sur le monde. Et j'ai découvert la consolation. Alors ça paraît étrange qu'un médecin dise qu'il a fallu qu'il attende d'avoir un cancer pour découvrir l'importance de la consolation. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert l'importance, en tout cas j'ai eu envie de réfléchir à ce que c'était vraiment. Après coup, je me suis dit qu'au fond j'avais certainement été consolateur auprès de mes patients, mais je me suis aperçu que mon obsession, durant toute ma carrière de médecin, ça avait été plutôt de les soigner. Quand les patients venaient vers moi, je voulais les guérir. Ou alors je voulais alléger leurs symptômes. Et donc j'étais beaucoup plus focalisé sur le fait de offrir les meilleurs médicaments, les meilleures techniques de soins psychologiques, puisque je suis psychiatre. Et finalement, tout ce qui était réconfort, consolation, compassion, toutes ces choses-là, je les délivrais. Je voyais bien que j'étais un gentil docteur. Voilà, ça se passait bien avec mes patients. J'avais beaucoup d'affection pour eux. Je leur montrais, ils me disaient que, voilà, que ça leur faisait du bien, mais ça ne m'intéressait pas en réalité. Ça ne m'intéressait pas sur un plan théorique. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi tel patient anxieux ne guérissait pas, pourquoi tel autre guérissait mieux, qu'est-ce que j'avais fait de différent. Et en fait, c'est quand moi je me suis retrouvé sur un brancard, en train d'attendre qu'on me fasse une scintigraphie osseuse, voir si mon cancer s'était généralisé à tous mes os, en train d'attendre l'entrée au bloc chirurgical, en train d'attendre des résultats, etc. Et dans ces moments-là, le fait qu'un soignant passe à côté de moi et s'arrête pour me sourire, pour me demander si tout allait bien, voit que j'étais hyper anxieux et me prenne la main, me dise tout va bien se passer, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ces petits instants de... Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi. Ces petits instants me bouleversaient favorablement. C'est-à-dire, je sentais dans mon corps l'onde de la consolation. Je sentais tout à coup quelque chose se dénouer, quelque chose qui entrait en moi et qui était bienfaisant, qui me faisait un bien terrible. Et à l'inverse, chaque fois que j'étais comme un paquet de chair sur mon brancard, c'est-à-dire que voilà, on trimballait, puis on m'oubliait, ou on arrivait à poser un dossier médical sur mon ventre sans même me regarder dans les yeux, là je me sentais dans une détresse profonde et j'avais le sentiment que ça m'aggravait d'une certaine façon. Et c'est là que je me suis dit, mon coco, tu n'as jamais pris la mesure exacte de cette dimension. En tout cas, tu n'as jamais pris le temps d'y réfléchir. Tu l'as fait, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir, intuitivement, mais si tu te sors de cette histoire-là, ça vaudra quand même le coup que tu te penches un peu sur le dossier. Donc voilà l'histoire du livre, pourquoi ce livre a vu le jour. Alors, le truc étrange, c'est qu'il arrive à un moment de notre époque où tous mes amis me disent « T'es vraiment malin, Christophe, tu sors un livre sur les consolations, le Covid, la guerre en Ukraine. » Et je leur dis « Ben oui, je suis très malin, mais ça n'a absolument rien à voir parce que c'était pas du tout
prévu que ça sorte à ce moment-là. Le livre il a démarré il y a 7 ans, donc vous êtes très gentil, mais c'est voilà, une autre histoire qui s'est jouée avec ce bouquin. Donc voilà un peu l'histoire. Et en réfléchissant finalement à cette histoire de consolation, en écrivant ce livre, j'en ai parlé à beaucoup de monde évidemment autour de moi, des patients, des amis, j'ai lu, j'ai enquêté, et je me suis aperçu que la phrase du poète Christian Bobin, Bobin ne fait que des phrases magnifiques, mais il y a une phrase qui m'avait beaucoup frappé dans son œuvre, qui est la suivante, il dit « Quelle que soit la personne que tu regardes, sache qu'elle a déjà plusieurs fois traversé l'enfer. » C'est-à-dire que chacune et chacun d'entre nous, on a connu des épreuves qu'on n'affiche pas forcément, dont on ne parle pas forcément, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué quand je parlais de ce sujet de la consolation avec mes proches, c'est que presque tout le monde avait des moments difficiles à me raconter, des moments où la consolation, ou l'absence de consolation, avait pesé sur ce qu'ils avaient vécu et sur ce qu'ils avaient pu retenir de cette traversée de l'épreuve. Alors, c'est un sujet un peu triste, donc je vais essayer de ne pas trop vous attrister quand même, mais bon, voilà, c'est quand même un sujet un tout petit peu douloureux, mais on va essayer de le tourner aussi du côté du sourire et de la vie. Alors, dans un premier temps, je voudrais proposer une définition de ce qu'est la consolation, d'une manière dont on pourrait définir la consolation, mais peut-être que vous en aurez d'autres à proposer lors de notre discussion. Au fond, la consolation, il me semble que c'est tout ce qu'on essaie de faire pour quelqu'un quand on souhaite soulager une peine, un chagrin, une souffrance, alors qu'on ne peut pas transformer la situation. C'est pour ça qu'effectivement, on va consoler, on essaie en tout cas de consoler une personne endeuillée, en sachant bien qu'on ne pourra pas ressusciter le ou la disparu. On va consoler quelqu'un qui a une maladie très grave, même si on n'est pas médecin, on ne peut pas le guérir, mais on ne veut pas le laisser seul face à cette détresse. Donc, la consolation, c'est ça, c'est essayer de faire un peu de bien à quelqu'un quand on n'a pas le pouvoir d'améliorer, comme on voudrait en tout cas, l'adversité qu'il est en train de vivre. Et c'est pour ça que la consolation, elle associe de particulier, et ça c'est le philosophe André Comte-Sponville qui le dit, elle est toujours nécessaire et toujours insuffisante. Toujours nécessaire parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus terrible que de laisser quelqu'un souffrir sans le consoler. Traverser l'adversité, traverser la souffrance, recevoir de soutien, de consolation, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie et de la souffrance absolue. Mais par contre, on sait au moment où on console que ce sera toujours insuffisant. On ne peut pas obtenir le résultat qu'on voudrait, qui serait d'alléger totalement la souffrance de la personne et de réparer totalement la situation douloureuse qu'elle est en train de vivre. Alors, dans la consolation, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Je me suis posé la question de savoir si on pouvait établir une différence entre réconfort et consolation. Parce qu'en fait, dans la consolation, il me semble qu'il y a quelque chose de plus ambitieux que le réconfort, de plus profond, de plus puissant. Le réconfort, c'est déjà très bien, c'est mieux de réconforter quelqu'un qui pleure que de l'ignorer ou de ne pas prendre la mesure de sa souffrance, mais le réconfort, au fond, c'est un geste amical, une parole amicale, un regard amical qui a une portée limitée, une portée ponctuelle, on fait du bien sur le moment. Il me semble que dans la consolation, les choses vont plus loin. Alors, après avoir rendu le manuscrit du livre, donc ça, cette anecdote-là que je vais vous raconter ne figure pas dans le livre, mais j'ai vécu un petit moment qui m'a fait toucher du doigt ce que pouvait être la différence entre réconfort et consolation. C'était dans le métro à Paris, donc j'étais dans la rame de métro, puis le métro ralentissait, il arrivait à une station, donc vous voyez ce qui se passait sur le quai. Et là, une dame
se fait voler son sac à main sur le quai, mais se le fait voler très proprement, c'est-à-dire un monsieur qui est un grand professionnel, passe en courant près d'elle, lui arrache, sans la brutaliser, sans lui faire de mal, sans la faire tomber, puis part en courant à toute allure et disparaît. Donc, et nous, on est en train d'arriver, de ralentir. Et donc, quand on commence à descendre, la dame est là, debout. Elle n'a pas été blessée, elle n'a pas été jetée à terre, mais elle pleure. Elle pleure parce qu'on lui a volé son sac à main et que ça l'a secoué, puis ça va lui compliquer la vie très probablement. Et la plupart des gens, évidemment, comme souvent à Paris, je ne sais pas comment c'est à tout, mais à Paris c'est comme ça, passent sans s'occuper d'elle. Après tout, elle n'est pas par terre, elle ne saigne pas, elle ne hurle pas, donc ça va, quoi, ça c'est la vie. Et donc les gens vont poursuivre leur journée. Et puis il y en a deux qui s'arrêtent et qui la consolent, c'est-à-dire qui lui parlent, il y en a qui lui donnent un Kleenex, enfin c'est très mignon, très touchant, et qui apparemment, donc moi je regarde tout ça puisque j'ai deux consoeurs et confrères humains qui font le boulot, je ne vais pas faire le troisième, je ne vais servir à rien, mais je regarde la scène, et donc ils partent tous les trois et ils vont accompagner la dame apparemment pour des plaintes ou j'en sais rien, dire le truc à la chambre RATP. Et du coup, moi je pars avec cette... C'était mignon d'avoir vu ça, j'étais très content d'avoir assisté à cette scène de consolation. Et je réfléchis, je me dis, ben voilà, la consolation, c'est peut-être ce qui vient de se passer sous tes yeux. Oui, si vous pouvez arrêter votre téléphone portable, c'est une bonne idée. Merci, merci Tuyau. J'ai assisté à une scène de réconfort où ces personnes ont pris soin de cette dame et je me suis dit que peut-être ce réconfort allait déboucher sur une consolation, c'est-à-dire sur une modification pour la suite, une modification de sa vision du monde. Si personne ne s'était arrêté, peut-être que cette dame serait partie, aurait quitté le métro en se disant, ben voilà, les humains, il y a ceux qui volent les sacs et ceux qui s'en foutent. Et puis moi, je suis toute seule. Et là, le fait que deux humains se soient arrêtés, les réconfortés et pris soin d'elle, donc, à mon avis, ont plus fait que la réconforter, l'ont consolée parce qu'ils l'ont remis dans la vie avec le cœur plus ouvert, plus léger. En tout cas, c'est ce que l'histoire que je me suis racontée. Et je crois que la différence entre réconfort et consolation, elle est là. C'est-à-dire que quand on est consolé, c'est pas seulement un petit soulagement, un petit réconfort, c'est quelque chose qui vous remet en lien avec la confiance en la vie, la confiance en les humains, l'espérance que voilà, demain sera mieux qu'aujourd'hui. L'autre différence entre réconfort et consolation, c'est aussi sans doute, à mes yeux en tout cas, que la consolation, c'est assez souvent un processus sur la durée. On verra tout à l'heure, on parlera tout à l'heure des personnes qui ont du mal à être consolées, à accepter la consolation. Il va falloir y revenir à plusieurs reprises parce que au début, ça leur pèse d'être consolé, c'est quelque chose d'un peu dérangeant. Et là, on comprend que la consolation, c'est un réconfort qui se donne pour ambition d'accompagner quelqu'un, tant que le chagrin sera écrasant et tant que le chagrin empêchera cette personne de se remettre dans la vie comme elle pouvait le faire auparavant. Et ce qu'il y a, un dernier point un peu théorique, ce qu'il y a de très important dans la consolation aussi, c'est que il faut bien comprendre que l'ambition de la consolation, c'est pas d'effacer la peine, c'est pas d'arrêter les larmes, c'est pas d'empêcher la douleur ou la tristesse et de faire oublier la perte, c'est juste d'accepter que ce réel douloureux est là et d'essayer de faire qu'il n'y ait pas que cela à l'esprit de la personne, qu'il n'y ait pas que la tristesse, le chagrin, mais essayer de proposer, de déposer à côté de ce chagrin un petit peu de tendresse, un petit peu d'espérance, un petit peu de douceur, la possibilité de profiter d'un petit bonheur. Donc on ne cherche pas à arrêter les larmes, mais on vient à côté de la personne,
on lui permet de pleurer, on pleure avec elle éventuellement, mais on lui apporte aussi un peu de vie, un peu de présence et quelque chose de plus qu'on va aborder maintenant. Alors, pour comprendre la consolation, évidemment, il faut comprendre la désolation, les désolations. En général, quand je m'en suis aperçu, quand on parle de consolation, la plupart d'entre nous, on entend deux situations extrêmes. On pense à deux situations de désolation quasiment opposées. On pense, le mot consolation nous fait souvent penser aux petits chagrins des petits enfants. On va consoler un petit enfant qui pleure, qui a perdu son jouet, qui s'est écorché le genou, etc. Donc, il y a cet extrême de la bénignité, de voilà, on console des petits soucis, pas bien méchants, et ça va aller vite. Et à l'autre extrême, on parle aussi de consolation lorsqu'on essaie de réconforter quelqu'un qui est endeuillé. On va présenter ses condoléances, ses consolations, de notre mieux en tout cas, aux personnes qui viennent de perdre un proche. Et vous savez peut-être que les consolations, c'est un genre littéraire à part entière qui a démarré dans l'Antiquité grecque et romaine. Beaucoup d'auteurs de l'Antiquité, notamment les philosophes stoïciens, on en parlera tout à l'heure, proposaient des consolations à leurs proches lorsque ces proches étaient touchés par des deuils ou par des gros revers de fortune. Puis ce genre littéraire a continué. On en a un bel exemple à la Renaissance avec le long poème de Malherbe à son ami Duperrier, lorsqu'il a perdu sa fille. La douleur du Duperrier sera donc éternelle. On a tous appris ça à l'école. Et ce genre des consolations, lui, s'adresse aux circonstances les plus dramatiques, évidemment, qu'on puisse connaître dans une vie. Ce sont les circonstances du deuil. Mais quand on y réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a des tas d'autres choses dont on peut être consolé, dont on a besoin parfois d'être consolé tout au long de notre vie. Tout ce que Montaigne appelait la tourbe des menus mots, toutes les adversités du quotidien qui ne nous tuent pas forcément, mais qui nous blessent à chaque fois, d'autant plus qu'elles se répètent. On va consoler un ami qui vient, dont le conjoint vient de le quitter ou de la quitter. On va consoler un ami qui vient de se faire licencier de manière abusive ou non abusive, qui vient de perdre son emploi, etc., etc. Donc, en réalité, la consolation, en tout cas ce besoin, lorsque je suis dans l'adversité, blessé par l'adversité, d'être aidé par quelqu'un qui m'empêche de me laisser couler, il est beaucoup plus fréquent que les simples moments comme ça où on est confronté, ou moins proche, à la maladie grave, à la menace de mort ou à la mort éternelle. Et en réalité, la vie appelle la consolation, parce que la vie, c'est un truc quand même, si on le résume jusqu'à l'os, quoi, voilà, c'est quoi la vie? On peut très bien dire que la vie, c'est naître, souffrir et mourir. C'est ça quand même. Personne ne peut dire le contraire. Naître, souffrir, mourir. Si on veut, voilà, naître, souffrir, et à la fin on meurt, et les gens que j'aime, ils souffrent, et à la fin ils meurent. Heureusement que ce n'est pas que ça, mais c'est ça quand même. Heureusement que ce n'est pas que ça, et qu'effectivement, entre les moments de souffrance, il y a des moments de bonheur. Au moment des moments, des périodes d'adversité, de chagrin, de tristesse, on va recevoir l'aide, des consolations, mais s'il n'y avait pas ces dimensions de bonheur, quand tout va bien, et de consolation quand les choses vont mal, qui venaient à notre secours, nous sombrerions très très rapidement. C'est Paul Claudel qui disait à ce propos, le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. C'est sans doute la phrase la plus importante de la psychologie positive. Vous savez ce qu'on appelle la psychologie positive, c'est la branche de la psychologie qui réfléchit à ce qu'est le bonheur, à ce qui donne envie aux humains de vivre.
Et quand Claudel écrit « Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie », il met le doigt sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, le bonheur, c'est ce qui nous sert à affronter l'adversité. C'est ce qui nous sert à ce que la vie ne soit pas que la naissance, la souffrance et la mort, ce qu'elle est, mais à ce qu'elle ne soit pas que ça. Et la consolation, c'est effectivement aussi la tentative que font nos proches pour nous remettre un tout petit peu, nous tourner doucement la tête dans la direction du bonheur possible. Pas forcément du bonheur présent, mais du bonheur possible. Et donc, cette définition de l'existence, naître, souffrir et mourir à la fin, elle n'est pas fausse, mais elle est incomplète, et on a à lui adjoindre ces possibilités de bonheur, et donc dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, de consolation. Alors on a des études qui ont essayé de se pencher comme ça, de manière un peu chiffrée, un peu scientifique, sur cette question de l'adversité, et des études assez étranges d'ailleurs, sur la question suivante: quelle est la dose d'adversité optimale qu'un être humain doit recevoir dans son enfance et son adolescence pour devenir un adulte résilient? Autrement dit, les chercheurs ont étudié sur des centaines de personnes dont ils ont repris la biographie la fréquence des événements douloureux survenus dans l'enfance. Et ils ont fait 3 groupes. Ils ont étudié des enfances qui avaient été totalement protégées de toute forme d'adversité. Les enfants n'avaient perdu aucun proche, en tout cas on leur avait caché ses morts, on leur racontait des histoires, etc. Et voilà, aucune adversité. Des enfants ayant connu une grande adversité, avec des abandons, des carences, des violences, etc. Et puis des enfants ayant connu l'adversité ordinaire d'une vie ordinaire, c'est-à-dire des 2 grands-parents étaient morts alors qu'ils avaient 5 ans, et ils étaient allés à l'enterrement, et ils avaient embrassé le grand-parent dans son cercueil, mais bon, voilà, ils avaient été aussi entourés, etc., etc. Donc, les doses médianes, si j'ose dire, d'adversité. Et ce dont les chercheurs se sont aperçus, c'est que, à l'âge adulte, les adultes les plus résilients n'étaient pas ceux qui avaient été totalement couvés, protégés et mis à l'écart des adversités du quotidien, n'étaient pas non plus ceux qui malheureusement avaient été très blessés par la vie, mais étaient ceux à qui on avait permis de peu à peu se familiariser avec ces questions d'adversité, à qui les parents n'avaient pas caché qu'un tel était malade, qu'un tel était mort, que parfois voilà, il y avait des choses difficiles dans la vie, mais tout en les protégeant, tout en adaptant leur récit, évidemment, etc., etc. Et ces questions sont intéressantes parce qu'elles posent la question enfin, ces études sont intéressantes parce qu'elles posent la question de savoir ce qui nous protège lorsque nous sommes exposés à l'adversité. Et apparemment, les 2 choses qui nous protègent, d'après ces recherches, c'est d'une part le fait de ne pas en être, c'est un peu comme l'immunité microbienne. On sait aujourd'hui que trop d'asepsie, trop de désinfectants partout, le fait de manger que des nourritures totalement aseptisées aussi, non seulement ne permet pas de développer une bonne immunité, mais encore facilite les terrains allergiques, etc. Et c'est un peu pareil avec les adversités existentielles. Il nous faut un petit peu d'adversité suivi d'un petit peu de consolation pour comprendre peu à peu que ces adversités ne nous détruiront pas, qu'elles continueront de nous faire mal, mais qu'elles ont une solution. Et ça, si on peut l'apprendre dans l'enfance, c'est beaucoup mieux, plutôt que d'être totalement protégé de l'adversité ou plutôt que d'être totalement abandonné face à l'adversité. Et la consolation, c'est aussi, avec les bouffées régulières de bonheur, comme le suggère Claudel, c'est aussi ce qui fait qu'on peut traverser une existence humaine, puisque, comme vous le savez, c'est la phrase de Baudin, on va forcément avoir des moments douloureux, difficiles, etc.
Alors, après avoir parlé de la définition de la consolation, après avoir évoqué un petit peu ce rapport dans nos vies, ce rapport inévitable au moment de désolation, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu sur la manière dont on peut consoler autrui et la manière dont on peut recevoir cette consolation. L'idée étant qu'on va le séparer là dans ma présentation, mais évidemment le consolant ou la consolante d'aujourd'hui sera consolé demain, sera à consoler demain. Ce sont des rôles qui sont interchangeables. Même si, alors, je vous en parle maintenant parce que je crois que j'ai prévu d'en parler la suite, même si il y a aussi des personnes qui se donnent pour vocation d'être des consolants. Moi, je suis très curieux de la discussion qu'on aura tout à l'heure avec les membres de l'association Jeanne Mave, parce que c'est ce que j'appelle, moi, des bienveilleurs et des bienveilleuses. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veillent à faire le bien là où on a besoin, et donc ils se sont donnés pour mission de le faire dans des endroits où le risque de désespoir, etc., est grand. Mais voilà, il faut que ça soit vous qui en parliez. Et là, vous êtes dans cette position de ce que j'appelle des bienveilleurs, c'est-à-dire des gens dont l'action est totalement discrète dans une société. On ne parle jamais, on ne les voit jamais, ils ne captent jamais la lumière. Mais si vous les retirez d'une société humaine, l'ambiance devient irrespirable. On a ça, moi j'avais souvent remarqué ça dans les différents services hospitaliers où j'avais travaillé. Il y avait souvent des personnes comme ça pouvait être une secrétaire à l'accueil, une infirmière, une aide-soignante, qui était attentive aux autres, qui créait une espèce d'ambiance de bienveillance. Et le jour où cette personne était changée de service ou partait à la retraite, tout à coup, quelque chose se modifiait. Et jamais on s'était rendu compte à quel point son rôle était important, jamais les supérieurs récompensaient cette personne pour tout le bien qu'elle faisait autour d'elle, mais c'est des personnes qui sont attentives à la consolation. Quand elles perçoivent que quelqu'un est triste, malheureux, déstabilisé, elles vont proposer un petit peu de réconfort, un peu de consolation. Alors, concernant la consolation qu'on donne, qu'on propose, ce qui m'a frappé en travaillant sur ça, c'est que finalement, la consolation, toute forme de consolation, c'est une remise en lien. Vous savez, dès que quelqu'un souffre, son attention tend à le rétracter sur sa souffrance. Si vous avez très très mal aux dents, il n'y a plus que votre mal de dents qui occupe votre esprit, et le reste vous en foutez, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, ça ne vous intéresse pas du tout, tellement votre mal de dents est grand. Si vous avez un chagrin d'amour ou un deuil, la souffrance est si grande que le reste n'arrive pas à capter votre attention. Donc, chaque fois que nous souffrons, chaque fois que nous avons un chagrin important, eh bien, nous avons tendance à nous rétracter sur ce chagrin, sur cette souffrance, sur cet événement qui nous fait souffrir. Et la consolation, ce sont les tentatives pour nous remettre en lien avec le monde extérieur, pour nous remettre en lien avec la vie, pour nous remettre en lien avec le monde. Et au fond, une consolation réussie, c'est une consolation qui, on l'a dit, n'efface pas la souffrance, n'annule pas la souffrance, ne rétablit pas la situation comme elle était avant, mais qui, à côté de la souffrance, invite quelque chose qui est de l'ordre de la vie, du lien au monde, du lien aux autres, du lien à l'espérance, etc., etc. On a un bon exemple de cette coexistence, au fond, du chagrin et puis de quelque chose d'un peu plus léger et confortant, donnant de l'espérance. C'est ce qui se passe dans la nostalgie. La nostalgie, c'est une émotion qui est intéressante parce que c'est ce qu'on appelle une émotion mixte. Dans la nostalgie, il y a à la fois des choses agréables et des choses désagréables. Le ressenti de nostalgie, c'est la tristesse, parfois un peu déchirante,
la tristesse qu'on ressent en songeant aux beaux souvenirs de notre passé. C'est des beaux souvenirs, on n'est pas nostalgique des mauvais souvenirs, on est plutôt content que ce soit des souvenirs, mais on est nostalgique des belles choses de notre passé, et en même temps on est triste parce que ces belles choses sont passées, ne sont plus là. On peut être nostalgique de souvenirs qu'on a avec une personne disparue, une période de notre vie, etc. Et pendant longtemps, on s'est méfié de la nostalgie, on considérait que c'était une émotion un petit peu dangereuse, qu'elle pouvait représenter une sorte de toboggan vers des ruminations dépressives. Chez les gens fragiles, en tout cas, on considérait que les gens qui avaient des petites tendances dépressives, qui s'abandonnaient trop souvent à la nostalgie, couraient le risque de réveiller un peu la bête, le démon dépressif en eux, et de replonger dans leur dépression. Et en réalité, on s'est aperçu petit à petit, avec des travaux plus attentifs sur cette émotion de nostalgie, que la nostalgie avait beaucoup d'effets favorables, qu'elle suscitait au fond toute une réflexion sur ce qu'avait été notre vie, dans son ensemble, pas seulement les bons souvenirs, mais aussi la disparition des bons moments, la disparition de tout ce qui nourrissait ces périodes agréables de notre vie, et comme une sorte d'apprentissage que la vie est un mélange indissociable de bonnes et de mauvaises choses. Et la nostalgie est une éducation à accepter cette double dimension inévitable de toute vie humaine, à cesser d'espérer que nous puissions recevoir que du bonheur, ou ne vivre que des moments heureux, mais aussi à cesser de croire que nous ne relèverons jamais des moments malheureux, ce qui est un piège également. Croire que le bonheur durera toujours, c'est aussi absurde que croire que le malheur durera toujours. Et les anxieux, les inquiets, eux, pensent l'inverse. Enfin, c'est pas tout à fait l'inverse, ils pensent la moitié de l'inverse. On a ça par exemple dans le dernier roman d'Emmanuel Carrère qui s'appelle Yoga. Alors je vais essayer de vous retrouver la citation parce que je ne l'ai pas dans mon diaporama. Carrère il dit: contrairement à ce que j'ai tendance à croire, mon malheur. Alors attendez, comment il fait ça? Mon malheur, il me dit je m'en souviens pas. Mais en gros, il dit, avec mes mots à moi, il dit finalement, on a tendance à croire que nos bonheurs ne dureront pas toujours, et on a raison. Hélas, on a aussi tendance à croire que nos malheurs dureront toujours, et là on a tort. Et en gros, il explique que voilà, les bonheurs passent, ça c'est vrai, mais les malheurs finissent par passer aussi. Pour en finir avec la nostalgie, avec ma digression sur la nostalgie, c'est effectivement une émotion dont on s'est aperçu qu'elle avait entre autres bénéfices, celui sur la créativité également, le bénéfice de nous éduquer à une vision peut-être plus globale, plus intelligente et plus réaliste de ce qu'est notre vie, une succession de bonheur, de pertes, etc. Un autre auteur qui a dit des belles choses sur la consolation, c'est Jules Renard, dans son journal, qui écrivait le 9 octobre 1897 « Le but, c'est d'être heureux. On n'y arrive que lentement. Il y faut une application quotidienne. Et quand on l'est, il reste beaucoup à faire. Consoler les autres. » Et là, c'est très beau cette citation parce qu'il pressent ce que va découvrir la psychologie positive au XXe siècle et XXIe siècle, c'est que un bonheur équilibré, en quelque sorte, un bonheur qui se respecte, un vrai bonheur, c'est pas seulement s'occuper de son bien-être, c'est aussi prendre soin de redistribuer un petit peu de son bonheur, de l'énergie liée au bonheur aux autres personnes. Ça, c'est quelque chose qu'on évoque souvent par rapport au devoir du bonheur. Quand on est heureux, c'est exactement la même chose d'être heureux que d'être riche. Quand on est riche, quand on a de l'argent, il y a des devoirs qui sont des devoirs de discrétion. On n'affiche pas son argent à tout le monde, et notamment
aux yeux des gens qui en ont moins qu'eux, c'est douloureux pour eux. Des devoirs d'humilité, on ne croit pas que parce qu'on a de l'argent, on est plus malin que les autres. Et le plus important, des devoirs de partage, c'est-à-dire si on en a, on en donne un peu aux gens qui en ont moins, un peu ou beaucoup. Enfin, le bonheur, qui est sans doute la plus grande des richesses, impose les mêmes devoirs. Le devoir de discrétion, si je suis très heureux, je vérifie avant de crier, d'afficher mon bonheur que les gens qui sont autour de moi ne sont pas eux dans le malheur, dans la souffrance. Un devoir d'humilité, si je suis très heureux, je ne crois pas que c'est parce que je suis très malin que j'ai réussi à être heureux, mais je sais que j'ai sans doute eu un peu de chance, reçu un peu d'aide de la part de personnes qui m'ont appris à un moment de ma vie à me rapprocher de ces situations qui me rendent heureux. Et puis, ce devoir de partage, de redistribution qu'évoque Jules Renard, si je suis heureux, je savoure, et puis j'essaie de donner un petit peu de mon bonheur aux autres, alors surtout pas comme le ferait un professeur de bonheur, je vais t'expliquer comment il faut être heureux, c'est très simple, mais plutôt en entraînant les autres dans des activités qui vont peut-être leur redonner le sourire, leur faire du bien, mais sans leur faire de la leçon. Alors, il y a un courant de travaux en psychologie positive qui rapproche, parce que vous savez, la consolation, évidemment, ce n'est pas un concept de psychologie, donc vous ne trouverez pas d'études scientifiques sur la consolation, quasiment pas. J'ai cherché comme un fou, j'ai dû trouver 2-3 publications scientifiques où il y avait le mot consolation. C'est en général sur le travail des infirmières dans les services d'accompagnement de fin de vie. Voilà, c'est quelques publications sur ce travail-là, parce qu'effectivement, on est dans le modèle assez pur de la consolation. On ne peut pas guérir les personnes, mais on ne veut pas les abandonner, donc on est là, on fait de notre mieux. Voilà, une fois de plus, c'est pas pour en parler, ça sera beaucoup mieux dit tout à l'heure. Mais par contre, il y a beaucoup de travaux qui éclairent ce qu'est la consolation, et notamment des recherches sur ce qu'on appelle la compassion. La compassion, c'est la conscience de la souffrance d'autrui associée au désir de soulager cette souffrance. Fénelon, dans le dialogue des morts, dans son ouvrage, le dialogue des morts, a une très très belle définition, plus littéraire, beaucoup plus élégante de la compassion. Il dit la compassion, c'est un amour qui s'afflige du mal de la personne qu'on aime. Donc il utilise le mot amour non pas au sens de l'amour romantique, l'amour passion, mais au sens de l'amour fraternel, de la caritas, de l'affection qu'on peut porter au genre humain en général, et puis à ces personnes humaines qu'on connaît en particulier. Un amour qui s'afflige du mal de la personne qu'on aime. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le pressentiment que la compassion, c'est pas juste de l'empathie. Vous savez qu'on a beaucoup de travaux aussi sur l'empathie. Et l'empathie, c'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, quand la personne que j'ai en face de moi ressent, notamment sur un plan émotionnel. L'empathie, c'est vraiment le mécanisme de base, c'est un câblage cérébral. L'espèce humaine est une espèce empathique, comme beaucoup d'autres espèces animales, c'est-à-dire que vous placez un humain devant un autre humain qui souffre, et le premier humain, normalement, il va souffrir également. Mais l'empathie, elle n'entraîne pas forcément le désir d'aider ou de soulager la souffrance. Parfois, elle peut même pousser à fuir la souffrance. Il y a des détresses empathiques, il y a des souffrances empathiques, et certaines personnes ne supportent pas le spectacle de la souffrance d'autres personnes parce qu'elles ne sont que dans l'empathie. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que dans la compassion, il y avait autre chose, et autre chose en plus, comme le soulignait Fénelon, c'est l'amour et le désir de faire du bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on observe, vous savez, maintenant on a des appareils d'imagerie fonctionnelle cérébrale, on met les gens dans des IRM fonctionnels, et on voit un petit peu,
grossièrement, mais quand même, on voit pas mal fonctionner leur cerveau. Et on voit que les zones du cerveau se mettent à fonctionner, à surfonctionner, à consommer un peu plus d'oxygène quand on vous met dans telle ou telle situation. Et les chercheurs qui ont travaillé sur ces questions d'empathie et de compassion se sont aperçus que ressentir de l'empathie activait seulement les zones cérébrales associées au circuit de la douleur, les zones du cerveau dédiées au traitement des informations douloureuses, alors que les personnes qui ressentaient de la compassion, soit de manière naturelle, soit parce qu'elles avaient fait l'effort pouvaient se former à travailler sur la compassion, les exercices de méditation tournés vers ça, où on peut aussi être plus attentif qu'on ne l'était aux personnes en souffrance. Et je pense que si on faisait des IRM des volontaires de l'association Jeanne Mave, on verrait ce circuit de la compassion fonctionner beaucoup plus fortement. D'ailleurs, ça serait une belle idée d'étude, je n'ai pas vu que ça a été fait, plus fortement que chez des personnes lambda. Et en fait, dans la compassion, on voit non seulement le fonctionnement des zones dédiées au traitement de la douleur, comme dans l'empathie, mais aussi les zones dédiées aux émotions agréables, aux émotions positives. C'est très étonnant, c'est-à-dire que c'est presque comme s'ils étaient heureux de pouvoir aider, pas heureux de voir souffrir, mais ça leur fait du bien d'aider les autres personnes, et notamment si elles ont le sentiment que l'autre est en train de souffrir et que l'absence d'aide aggraverait cette souffrance. Donc ça, c'est des travaux très passionnants qui recentre sur cette notion de consolation qui a parfaitement conscience qu'il y a une souffrance, mais qui a un vrai désir de ne pas laisser la personne seule avec sa souffrance. Et je ne peux pas dire que c'est un plaisir de consoler, mais qu'il y a un élan, une envie, quelque chose de chaleureux, de fraternel qui pousse à la consolation. Et donc, forme d'amour au sens très général, une fois de plus. Alors, les erreurs qu'on commet très souvent en matière de consolation, ça m'a beaucoup frappé aussi dans les entretiens que j'ai eus sur la consolation. Presque tout le monde me disait « je suis mal à l'aise quand je dois consoler, j'ai peur de mal m'y prendre, j'ai peur de faire redoubler les larmes, j'ai peur de dire des choses à côté, voilà, de tomber à plat, etc. » Et c'est vrai que l'erreur qu'on commet sans doute le plus fréquemment, en fait, la pire des erreurs, c'est l'indifférence, ne pas consoler. Voilà, ça vraiment, ne pas aller vers quelqu'un qui est malheureux, l'abandonner, ne pas le consoler, c'est ça, la grande erreur, l'erreur avec un grand E. Après, il y a la petite erreur qui est de vouloir faire des grands discours sur la vie. On se dit, bon, il faudrait que je trouve des trucs à dire qui, quand même, lui redonnent envie de vivre. Et puis on fait des espèces de condoléances en berlificoté, et ça ne sert à rien du tout. Parce que si la personne est malheureuse, un, elle n'est pas capable d'écouter, deux, c'est pas le moment, elle n'a pas envie. Elle a envie d'être consolée, elle n'a pas envie d'être éduquée sur la suite qu'il faut qu'elle donne à son existence, comment il faut qu'elle réagisse. Donc, en réalité, ce sur quoi doit reposer la consolation, c'est des choses ultra simples. Des choses ultra simples, c'est être là, la présence, parfois même en silence. C'est utiliser des mots très simples qui disent qu'on est prêt à aider, qu'on aime la personne, qu'on a de l'affection pour elle, qu'on se tient à sa disposition. Et si la situation le permet, c'est plus fréquent qu'on ne le croit, la toucher. Vous connaissez ce que font souvent les soignants lorsqu'ils vont à l'hôpital. On fait des visites dans les chambres des malades et on sait qu'il ne faut pas se tenir debout loin du patient, mais qu'on peut s'asseoir au pied du lit, poser la main sur le genou du patient, parfois prendre la main. Moi j'étais psychiatre, je viens de prendre ma retraite, et normalement les psychiatres ne doivent pas toucher leurs patients. C'est une espèce de dogme qui remonte à la psychanalyse. Attention au transfert, donc on était les seuls médecins à jamais toucher leurs patients, sauf serrer la pince à l'arrivée et au départ. Et il y a des moments quand les gens se mettaient à pleurer, ils pleuraient tellement, ils étaient tellement malheureux, et je comprends
était inutile de leur dire quoi que ce soit à ce moment-là, à part leur tendre un Kleenex, que le seul truc que je me sentais capable de faire, et donc je percevais que ça pouvait avoir peut-être une utilité, c'était de faire le tour de mon bureau, de m'asseoir à côté d'eux, puis de leur poser la main sur les genoux, sur l'épaule, et d'attendre qu'ils aient fini de pleurer. Voilà. Les toucher, parce que je ne pouvais rien faire d'autre, et je savais que tout ce que j'allais dire ne servirait à rien, qu'à aggraver, et je ne pouvais pas rester sans rien faire non plus. Il y avait mon cerveau qui me disait bouge-toi les fesses, quoi, fais quelque chose, console. Et donc il me restait le geste. Donc, dans la consolation, plus on est simple, plus on est fort. Présence, attention, pleine attention. On ne console pas en regardant ses messages sur son portable, évidemment. Toucher, éventuellement proposer une action très simple. Une des meilleures consolations, souvent, quand nos amis ont du chagrin, c'est de leur proposer d'aller marcher. Bien, on va marcher, on va aller marcher ensemble. De marcher en silence, de rien dire, de rien faire, mais ne pas rester recroquevillé, replié sur le chagrin, enfermé dans la chambre du chagrin, tous les volets, toutes les fenêtres fermées. Alors après, il y a un certain nombre de repères que j'avais rappelés sur les diapositives, donc je vais vous les énumérer. Ça m'a beaucoup frappé, d'abord en observant bien sûr, et puis pareil, en discutant avec les autres soignants, les étudiants, avec les amis. Premier repère, tu n'es pas obligé de trouver une solution. Quand quelqu'un a du chagrin, la consolation, c'est pas trouver des solutions. Pas à ce moment-là. Si tu consoles, tu consoles. Débarrasse-toi de l'objectif de trouver des solutions. C'est souvent pour ça que les hommes, les maris, sont des moins bons consolateurs que les femmes ou les épouses, parce qu'on est culturellement, je ne pense pas que ce soit une histoire cérébrale, culturellement, et moi c'est un truc que m'a reproché ma femme toute notre vie conjugale, jusqu'à ce bouquin, je suis devenu un peu moins mauvais, mais encore, il faudrait qu'elle soit là pour le confirmer. Chaque fois qu'elle avait du chagrin, que mes filles avaient du chagrin, j'étais hyper angoissé parce que je cherchais des solutions à la situation. Au lieu de m'arrêter et d'écouter le chagrin et de consoler le chagrin, je me disais merde, comment on va faire pour résoudre le problème? Si c'était un chagrin d'amour pour une de mes filles, ou un chagrin de scolarité, ou un problème de travail, ou de famille pour ma femme, je me tournais directement vers la recherche de solutions, du coup, nul. Totalement nul pour consoler, et je me faisais engueuler en plus et expulser parce que voilà, je servais à rien. Je pouvais pas trouver de solution, mais je n'étais pas foutu de consoler. Donc, laisse tomber. Si tu consoles, tu n'as pas trouvé une solution, tu as donné ton attention, ton affection et ton aide. Deuxième repère, tais-toi. Commence par écouter et pas chercher à voir où en est la personne. Est-ce que ce que tu as eu à faire, c'est de permettre de pleurer avec elle, de te taire, de lui prendre la main? Commence par te mettre un peu à son rythme, à son niveau, sur ses vibrations en quelque sorte. Exprime ton affection dans les mots, de la manière qui est adaptée à la relation que tu as avec cette personne. Parle pas de toi, parle pas des autres. Ceci, les autres ont fait cela. On ne parle pas de généralité. En gros, pas de grands discours. La vie fera ceci, etc., etc. Ça, on laisse tomber. Un point très important, c'est ne pas attendre d'effet immédiat à la consolation. C'est pas parce que je m'y suis bien pris, que j'ai pas utilisé trop de mots, j'ai posé ma main au bon moment, etc. J'ai observé le silence. Ça n'a pas forcément avoir un effet immédiat spectaculaire, et peut-être même qu'au bout d'un moment, la personne dira écoutez, bien gentil, mais attends, je peux faire pleurer tout seul. Ça ne veut pas dire que j'ai échoué, ça ne veut pas dire que ça n'a servi à rien. Ça veut juste dire que la consolation, elle n'a pas forcément d'effet immédiat. On pose quelque chose, on pose un petit bout de notre présence, de notre affection, de notre attention, et l'autre fait ce qu'il peut et ce qu'il veut avec ça. Et peut-être qu'il pourra en faire quelque chose plus tard, quand on sera parti. C'est-à-dire, voilà, cette personne est venue me voir à ce moment, et ça, je suis content que cette situation ait eu lieu.
toujours dans ces petites remarques sur l'approche scientifique, les études scientifiques qui vont dans le sens de la consolation. Je vous parlais tout à l'heure du toucher, donc là, pour le coup, on a beaucoup d'études montrant l'importance et les bénéfices du toucher. On a par exemple des études très très belles qui étudient ce qui se passe dans des couples conjugaux, mais il y en a aussi sur des couples amicaux. On met un des conjoints, pourquoi dans les études c'est souvent la femme, on met dans l'IRL et on fait souffrir. On fait souffrir la personne. En lui appliquant sur la peau du poignet un tube à essai avec de l'eau très chaude qu'on réchauffe peu à peu, jusqu'à 45-50 degrés. Et quand on fait ça sur la petite peau sensible là du poignet, ça fait mal. Alors jusqu'à 45-50 degrés, ça ne brûle pas. Il n'y a pas de vraie brûlure, c'est pas le but, mais c'est douloureux. Et donc quand la personne est dans l'IRL, on voit que ça active ces circuits de la douleur, et puis elle coche, on demande de 0 à 10 combien vous avez mal, enfin c'est une échelle de douleur, vous connaissez peut-être, elle dit voilà, j'ai 5, 6, 7, c'est de plus en plus douloureux, bref. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que s'il y a le conjoint à côté qui tient la main, qui prend la main à ce moment-là, non seulement la personne sent que la douleur est moins forte, va percevoir la douleur comme étant moins forte, mais surtout on voit à l'IRM fonctionnel diminuer la consommation d'oxygène des zones dédiées à la douleur. C'est la pure consolation, c'est-à-dire que la douleur, la source de douleur est toujours là, le problème ne change pas d'un iota, mais quelqu'un est à mes côtés qui me tient la main. Et tout à coup, la douleur perçue est moins forte. Et ça, ces études sont très, très touchantes. Et on a aussi le même genre d'études avec là où le meilleur ami, on fait venir des volontaires au laboratoire, et puis pareil, on leur provoque des souffrances, on leur demande de parler de leurs échecs, on leur fait une misère de souffrance physique, enfin bref. Et on s'aperçoit que s'il y a le ou la meilleure amie à côté, eh bien, l'impact des souffrances qu'on leur inflige est moins grand. Et en gros, et là aussi, c'est pourtant, c'est la souffrance, la manière de faire souffrir est la même, mais la présence de quelqu'un à nos côtés, même si, là dans le cas du meilleur ami, il suffisait qu'il soit assis à côté de l'autre pour que déjà l'épreuve paraisse moins douloureuse, moins pénible, moins difficile. Donc, c'est vraiment la simple présence de quelqu'un qui a de la valeur à nos yeux, et peut-être même de quelqu'un qu'on ne connaît pas du moment qui est bienveillant, attentif, qui va jouer cet effet, ce rôle consolateur. Alors je regarde, ouais, je vais vous en parler un petit peu aussi quand même. Il n'y a pas que les travaux scientifiques, non, comme je vous le disais au tout début, il y a aussi dans la littérature beaucoup d'exemples de personnes qui sont des grandes consolatrices ou des grands consolateurs. Quand j'ai travaillé à ce livre, j'ai découvert une grande consolatrice que j'ignorais, en tout cas je savais qu'elle existait, mais je ne savais pas à quel point elle était un génie de la consolation. C'est l'écrivain George Sand. George Sand, pour moi, jusqu'à ce que j'ai fait ce travail, c'était une écrivaine, bon, pas un monument de la littérature française, une écrivaine qui avait fait des petits romans pour les jeunes, La Maroniaque, La Petite Fadette, etc., etc. Et puis j'ai découvert sa correspondance, et notamment la correspondance avec Gustave Flaubert. Elle était très amie avec Gustave Flaubert, et ils se sont énormément écrits, un gros volume de leur correspondance, qui est assez touchant, assez intéressant aussi. Et en gros, Flaubert n'arrête pas de se plaindre, il râle, et les gens sont cons, là c'est une fille de merde, et voilà, etc., etc. Et il a du mal à écrire. Et George Sand n'arrête pas de le consoler, de le réconforter, de le remettre en lien avec les autres, avec la vie, avec le bonheur. Et à un moment, dans une lettre, elle lui écrit, elle lui remonte un peu les bretelles, elle dit oui, mais toi, de toute façon, tu fais toujours de la désolation, et moi, je fais toujours de la consolation.
Et c'est vrai que quand on lit ces lettres, on voit ce que c'est qu'une personne surdouée en matière de consolation, qui à la fois a le respect de la souffrance de l'autre, mais qui ne laisse pas l'autre s'enfoncer dans cette souffrance, qui le freine amicalement, qui propose des petites options pour s'en sortir, etc. Il y a aussi, cette littérature de consolation vous intéresse, évidemment, tous ces philosophes stoïciens de l'Antiquité dont je vous parlais, dont Sénèque. Sénèque a écrit beaucoup de consolation. Il y a un petit volume de livres qui est dédié, je ne sais pas si monsieur le libraire, vous l'avez là, en tout cas, vous pouvez trouver toutes les consolations de Sénèque. Et alors, dans ces consolations de l'Antiquité, il y a des tas de choses très pertinentes. Par exemple, à un moment, Sénèque écrit, je crois que c'est dans, je ne sais plus quelle est la personne qui console, il dit « Je savais qu'il ne fallait pas attaquer de front ta douleur, tant qu'en sa nouveauté elle ferait rage, de peur que mes consolations ne risquent de l'exacerber. » En gros, parce qu'il faut voir, enfin, leur consolation, c'est des grands discours sur la vie quand même. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'était voilà, arrache-toi à ton chagrin, reprends ton rôle de femme, d'homme, de citoyen, de ceci, de cela. Et tout Sénèque qu'il était, tout stoïcien qu'il était, il avait bien repéré quand même que si on démarrait comme ça, en général, on se faisait expulser de la chambre de la personne qu'on venait consoler. Donc, il ne fallait pas attaquer de front ta douleur. Alors d'abord, respecter la douleur de l'autre avant de chercher à la transformer. On a des très belles consolations aussi de la part d'un auteur qui s'appelle Plutarque, c'est un tout petit livre magnifique, ça s'appelle Consolation à sa femme, et il essaie de consoler son épouse de la mort de leur petite fille, qui était âgée de 2 ans, qui s'appelait Elvia, je crois. Et c'est très très beau parce que ça commence de façon un peu pompeuse, comme c'était traditionnellement le style, hein, c'était une sorte d'exhortation destinée d'ailleurs à être lue par d'autres personnes, hein, c'était une sorte de déclaration publique. Et puis au bout d'un moment, on sent plus tard qu'il y a un vrai chagrin, et ils parlent de leur petite fille, ils racontent comment elle offrait ses poupées aux amis, quand elle les voyait pleurer, et là, on sent que ça commence sa poitrine commence à se serrer, puis alors il se reprend, puis oui, mais nous devons écarter ce chagrin, nous occuper de nos autres enfants, mais quand même, notre petite fille, elle était si mignonne. Et on voit cette espèce de respiration entre le discours un petit peu public d'exhortation et puis le vrai chagrin qui repointe. Et ces consolations plus tard sont très, très émouvantes. Il y a aussi un livre magnifique, moi qui m'aime beaucoup, chaque fois que j'en reparle, qui est le livre d'une auteure qui s'appelle Anne-Dauphine Jullian, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « 2 petits pas sur le sable mouillé ». Anne-Dauphine Jullian, c'est une maman qui a perdu 2 de ses petites filles d'une maladie génétique avec un chemin assez précoce. Et donc elle décrit dans ce livre la maladie et le décès de ces 2 petites filles. Elle a fait plusieurs livres. Et à un moment, elle décrit une scène d'une beauté, et puis très émouvante, d'une beauté à couper le souffle. On a, je trouve, l'esprit, le génie de la consolation chez une infirmière. Elle est au chevet de sa petite fille qui est mourante, hein, qui n'a plus pour longtemps, qui est vraiment dans un état d'affaiblissement extrême. Et donc ça va mal, quoi. La petite fille respire avec difficulté, enfin. Et donc il y a l'infirmière et elles sont toutes les 2 silencieuses en train de la regarder comme ça. Et à un moment, Dauphine Jullian dit à l'infirmière, vous la trouvez, elle rompt le silence, quoi, vous la trouvez comment? Et l'infirmière donne des informations médicales. Et c'est une narration, elle cherche peut-être une réassurance. Et l'infirmière a cette réponse géniale, quoi, ça ne peut pas trouver mieux passer. Je la trouve belle. Et ce truc, c'est exactement la consolation. C'est-à-dire, elle comprend que c'est pas la peine de dire « Ah oui, mais l'attention artérielle un peu remontée, ou les globules rouges ceci, ou le... » C'est pas ça le problème. Pas ça le problème.
Le problème, c'est qu'elle essaie de rediriger doucement l'attention de la maman sur l'essentiel. Ne te demande pas si ta fille va mieux, va moins bien, si elle va mourir ou si elle ne va pas mourir. Elle va mourir, cette petite fille. Par contre, regarde comme elle est belle. Pense que c'est ta fille, etc., etc. Et là, on est dans la consolation, c'est-à-dire inutile de nier le problème. Voilà, le problème, il est là, et on ne peut rien faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est remettre la maman en lien avec sa petite fille, et pas seulement avec le petit corps malade qui va mourir. Et voilà, et c'est très de génie comme ça qu'on croise dans la vie, chez certains auteurs, ou chez certains soignants. À chaque fois, tout à coup, on touche du doigt la beauté de ce que peut être la consolation. Il y a un auteur aussi qui a écrit des très très belles choses sur la consolation, c'est Erasme, un philosophe humaniste des Pays-Bas, qui a écrit, mais vraiment c'est tellement beau, je vais vous le lire, je suis désolé. Voilà, je ne sais pas à quel ami il écrit. Il dit ceci: comme la vie est mortelle et de toutes parts remplie de calamités, et que rares sont ceux à qui il est permis de ne pas s'affliger de leur sort, nul devoir ne survient plus souvent que de soulager nos amis par des paroles de consolation. Et à vrai dire, ce n'est pas un médiocre bienfait qu'une consolation à propos et amicale, par laquelle, toutes les fois que dans les situations de détresse, il n'est pas permis de remédier par des actions à la peine de ceux que nous aimons, du moins, nous apaisons leur douleur par des mots. Et puis il ajoute un peu comme le faisait Sénèque: il faut cependant le faire habilement, de peur que, semblable à des médecins inexpérimentés, nous n'aggravions une blessure encore à vif et toute fraîche, au lieu de l'adoucir. Voilà, c'est Erasme en 1522, c'est magnifique. Donc là, je vous ai parlé un petit peu du don, de la consolation. On va évoquer rapidement la difficulté à recevoir la consolation. C'est parfois déconcertant. Au fond, on veut faire du bien aux gens et on les dérange apparemment. Alors, peut-être parce qu'on s'y prend mal, mais peut-être aussi parce qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, c'est qu'au fond, la consolation, c'est une intrusion, c'est un dérangement. On a quelqu'un qui est bien calé dans son chagrin, bien calé dans sa tristesse, et au fond, ça doit être une position douloureuse. Voilà, c'est sous contrôle. Et tout à coup, quelqu'un arrive, fait irruption dans le chagrin, dans la tristesse, et veut mettre de la vie, veut changer cet ordre douloureux en mouvement vers la vie. Et c'est un peu comme, voilà, vous avez du chagrin, vous êtes enfermé dans votre chambre, vous avez fermé les rideaux, fermé les volets, tiré les rideaux, et puis quelqu'un rentre, dit « Oh là là, ça sent enfermé là-dedans, allez, on fait rentrer la lumière ». Parfois, c'est mal reçu, c'est mal perçu, c'est vraiment une intrusion dans notre chagrin, et c'est ce qui explique, même si on s'y est bien pris, que la consolation passe mal. Parfois aussi, il y a des gens qui ne veulent pas être consolés parce qu'au fond, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont de la peine, des gens mal à l'aise avec leurs émotions, ou ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont impuissants à changer la situation. Des gens un peu trop fiers, un peu trop orgueilleux, qui ne veulent pas admettre qu'ils sont, voilà, qu'ils ont un genou en terre. Et si on les console, ça veut dire qu'on a vu qu'ils étaient en difficulté et ils ne voulaient pas qu'on les voit dans cette situation. Et puis enfin, il y a des gens qui ont du mal à être consolés de manière trop proche, trop immédiate. Des gens qu'il vaut mieux consoler à distance. Moi, toutes les fois dans ma vie où j'ai eu des très gros chagrins, j'ai eu l'impression, au bout d'un certain nombre de consolations, quand les gens venaient me consoler, que j'étais comme une anorexique qu'on forçait à manger, qu'on voulait me gaver de consolation, qu'il fallait qu'à chaque fois j'avais la cuillère de consolation, et au bout d'un moment j'en pouvais plus, j'allais me cacher. Mais par contre,
j'ai été très touché qu'on m'envoie des messages téléphoniques, des SMS, etc. Et il y a pas mal de personnes comme ça, et dont il faut comprendre que finalement, trop vouloir les consoler en direct, rapidement, tout de suite être là, ça va les agresser d'une certaine façon. Il vaut mieux leur manifester qu'on est là, à distance, qu'on est disponible, et attendre le moment où elles seront capables de recevoir et d'accepter les consolations. Alors, je voulais conclure, terminer par la dernière partie, ce que j'ai appelé dans le livre les autoconsolations. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la consolation, vous avez vu, c'est essentiellement quand même du lien. C'est-à-dire, quand je suis dans la souffrance, j'ai besoin que les autres humains s'intéressent à moi, me fassent du bien, se penchent vers moi, voilà. Mais je ne vais pas pouvoir passer ma vie dans leurs bras, je ne vais pas pouvoir passer ma vie à être consolé, donc à un moment donné, il va falloir que ce soit moi qui m'occupe de moi-même. C'est exactement la même chose que le travail qu'on fait en psychothérapie. Quand vous êtes psychothérapeute ou soignant, vous recevez un patient, pendant la consultation, vous le conseillez, vous le faites réfléchir, vous lui dites des choses, vous le faites travailler, et puis après vous vous dites voilà, c'est fini, à la semaine prochaine, au revoir. Et la partie la plus importante et la plus intéressante du travail commence quand le patient vous quitte. Ce qui va être décisif dans le déroulement de la thérapie, c'est qu'est-ce qu'il va faire de tout ce qui s'est passé pendant la séance, durant la semaine, ou la quinzaine, ou le mois. Comment il va intégrer les discussions, les réflexions, tout ce qui a été fait, pour transformer sa manière de vivre, de réagir, de penser, de raisonner. Et la consolation, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu les consolations des autres, eh bien, il va falloir que nous-mêmes prolongions ce travail. Donc, il y a tout un tas de choses vers lesquelles on observe que les humains se tournent pour continuer de se consoler ou s'auto-consoler. Donc, il y a par exemple la nature. Beaucoup de personnes sont consolées par la nature. Le fait de marcher dans la nature, de contempler la nature. Quand je dis la nature, c'est les paysages, évidemment, les forêts, les campagnes, les bords de mer, les montagnes, mais aussi les animaux, que ce soit les animaux de compagnie, par leur amour inconditionnel, et aussi le truc paradoxal, quand les gens racontent comment leur chien les console, par exemple, c'est bon, le chien, il nous aime totalement, il voit bien qu'on a du chagrin, mais il ne sait pas trop pourquoi, comment, et au bout d'un moment, il s'en fout un peu, quoi. Il se remet à vivre, à être joyeux, et il nous force un peu, nous aussi, à sa suite, à nous remettre dans la vie, à nous remettre dans le mouvement. C'est-à-dire ceux qui pourraient être pris comme une blessure supplémentaire, une indifférence à votre chagrin, relative évidemment, et au fond, c'est à l'inverse, c'est ça qui va nous faire du bien, le fait que la vie continue, que notre animal domestique continue d'avoir envie de se balader, de gambader, ou que les animaux sauvages qu'on observe continuent de mener leur vie, que la nature qu'on observe continue de dérouler ses cycles, ses saisons, etc. Et ça, c'est extrêmement consolateur pour un être humain parce que c'est justement ce qui l'arrache, ce qui le remet en lien avec ce qui l'arrache à son chagrin et ce qui le remet en lien avec la vie. Il y a aussi tout ce que les anciens appelaient le divertissement. On retrouve ça chez le philosophe Pascal, hein, le divertissement, c'est-à-dire tout ce qui change les idées, qui peut apparaître comme un peu superficiel, effectivement. Voilà. J'ai certaines personnes, et notamment par exemple Anne-Sophie Julien, la maman qui a perdu cette petite fille, dont je vous racontais l'histoire avec l'infirmière, dans un de ses livres, elle dit « Je sais, ça paraît absurde, ça paraît idiot, ça paraît superficiel, mais un des trucs qui me consolait, c'est d'aller faire du shopping avec mes copines. » C'est le divertissement, c'est on se change, ou alors pour moi par exemple, ça serait regarder un match de rugby avec des copains, alors j'ai un énorme chagrin, parce que là encore, ça suspend un peu la souffrance en tournant notre attention vers autre chose et en nous remettant dans le mouvement de la vie. Donc, on va revenir au chagrin, mais on aura pris une bouffée de vie, une bouffée d'oxygène, et
peu à peu, ces espèces de petites respirations de notre chagrin, en mettant dans des choses qui nous changent les idées, vont nous rendre plus capables de le traverser, de nous en affranchir. Il y a aussi bien sûr toutes les consolations de l'art, écouter de la musique. Alors, vous savez, on a des études sur ça, quand les gens ont du chagrin, les 3/4 d'entre eux écoutent des musiques tristes. Pas des musiques gaies, ils cherchent d'avoir des musiques tristes, comme s'il fallait purger un peu notre chagrin, de laisser pleurer toutes nos larmes finalement, avant éventuellement d'avoir envie d'écouter des musiques gaies. Mais on a d'abord envie d'écouter des musiques tristes. Et dans l'art, c'est un autre mécanisme qui est en place, c'est sentir que d'autres humains que nous ont eu des chagrins aussi. Quand on écoute une musique triste, on comprend intuitivement que le compositeur ou la compositrice a traversé des situations douloureuses, des choses douloureuses, et une fois de plus, cette essence consolatrice du fait de ne pas être seul face à une épreuve, mais de savoir qu'elle touche beaucoup d'autres humains, sinon tous les autres humains, eh bien, c'est pas quelque chose qui fait qu'on ne te plaint pas, tu n'es pas le seul, mais ça dit voilà, c'est dans toute vie humaine, il y a des moments comme celui que tu traverses, considère ça comme quelque chose de fraternel, comme voilà, tu n'es pas seul au monde, tu n'es pas le plus malheureux, la plus malheureuse, etc., etc. Voilà, donc il y a beaucoup de stratégies d'autoconsolation. Il y a, je ne vous en parle pas, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, il y a la méditation. On s'est aperçu que la pratique, ce qu'on appelle la méditation, notamment la méditation de pleine conscience, qui est une façon de se poser dans l'instant présent, de se rendre présent à tout ce qu'on ressent. Ce n'est pas la relaxation, chercher à se détendre, on va penser à autre chose, mais accueillir les souffrances, accueillir aussi les bons moments, prendre l'habitude de se connecter à tout ce qu'on ressent, pensée, corps, émotion. Eh bien, la pratique de la méditation est quelque chose, une pratique, un ensemble d'exercices qui a quelque chose de consolateur, parce que ça nous apprend à accepter ce qui nous fait souffrir sans nous couper de ce qui peut représenter encore des raisons de vivre. On a aussi des études sur la foi ou la spiritualité de manière générale, montrant là aussi que les personnes qui ont la foi trouvent dans cette foi des ressources consolatrices très très importantes. Et là encore, je crois que c'est Claudel, un écrivain catholique évidemment, qui a beaucoup écrit sur ça, qui a écrit quelque part cette très belle formule, il dit « Notre Dieu n'est pas venu vers nous pour supprimer nos souffrances, mais pour se tenir à nos côtés quand nous souffrons. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la même logique, c'est ne pas souffrir seul, avoir quelqu'un à ses côtés. Alors bon, si on a la foi, on peut penser que Dieu est là, qui nous soutient, qui nous aide. Il y a des gens qui n'ont pas une foi orthodoxe et qui pensent qu'il y a des gens, des anges qui veillent sur eux. Par exemple, le poète Christian Bobin, dont je parlais tout à l'heure, dit voilà, les anges sont toujours là, tantôt ils nous offrent des bouquets de fleurs, tantôt ils nous balancent une paire de gifles, mais c'est toujours les anges, et ils sont toujours à nos côtés. Et donc, on ne sait pas pourquoi ils nous filent des gifles tout à coup, puis la fois d'après, ils vont nous offrir des fleurs, mais c'est comme ça, ils sont là, on n'est pas tout seul. Voilà. Donc après, tout ça, c'est une question de foi, là, on n'a pas, mais on s'aperçoit que c'est très réconfortant, très consolateur. Alors, excusez-moi, je déroule un tout petit peu pour en arriver à la conclusion, parce que là, sinon, il n'y a que moi qui aurais parlé. La conclusion, allez, je vais passer à la conclusion. C'est juste une phrase d'Émile Zola, qui est magnifique, c'est par cette phrase que je termine mon livre, et qui est comme la consolation, qui est très très simple. Zola écrit, c'est dans Germinal, « Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un bonheur pour que tout recommence. » Et là aussi, on est dans la consolation, c'est-à-dire qu'on croit que, voilà, que parfois on croit que tout est perdu. Et bien, à un moment donné, et grâce aux gens qui ne nous abandonnent pas, quelque chose va redémarrer.
qui est de l'ordre du bonheur, même si ça semble très très lointain. Et à sa suite, tout le reste de notre vie va se remettre en marche. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, je vous propose de... d'échanger maintenant, si vous n'êtes pas trop fatigué, soit sous forme de questions à l'association Jalmave sur son travail, ou à moi sur la consolation, ou à l'association Jalmave sur la consolation aussi, parce que je pense qu'elles et ils ont plein de choses à raconter, ou bien des témoignages. Moi je trouve que c'est encore plus intéressant, moi je viens de parler pendant plus d'une heure, que si vous avez des histoires de consolation, ou des témoignages, ou des choses à transmettre aux personnes qui sont ici, vous les racontiez. Moi, la dernière fois que j'ai parlé de consolation devant un public, il y a un monsieur qui m'a beaucoup fait rire, il a pris la parole à la fin, il dit, moi je voudrais dire que quand vous allez consoler des gens endeuillés, il faut sourire. Quand mon frère est mort, le jour des obsèques, tout le monde venait vers moi en faisant la gueule, en faisant une gueule d'enterrement, condoléances. Et à la 10e personne, j'en pouvais plus de toutes ces têtes d'enterrement. J'avais juste envie que les gens sourient, même tristement, me regardent, me disent un truc gentil, me prennent dans les bras, mais arrête d'adopter. Voilà. Et je trouve que ça, c'est très... Si vous avez des petites histoires comme ça sur des expériences de consolation réussies ou ratées ou des conseils, c'est encore plus intéressant de vous demander derrière. Alors il y a un micro, il vous suffit de lever la main et de demander le micro. Oui. Vous nous avez parlé de chercheurs qui avaient fait des IRM sur la douleur et la présence apaisante d'un être aimé, ou même d'un être simplement bienveillant, en nous disant que ça avait été fait essentiellement sur des femmes. Alors ma question est, est-ce que les femmes sont plus réceptives, non pas à la douleur, mais à l'affect? Et je trouve que les personnes qui sont là, il y a une majorité de femmes. C'est juste un constat. Je voudrais avoir votre réponse. Je n'ai certainement pas toute la réponse. Pour les IRM, je crois que c'est effectivement parce que les femmes ont moins honte de reconnaître la souffrance. Les hommes ont toujours tendance à masquer, à dissimuler, donc ce n'est pas les bons sujets d'expérimentation. Les femmes sont beaucoup plus sincères dans ces histoires-là. Après, la question que vous posez, la présence des femmes dans cette salle, majoritairement en tout cas, ça c'est un classique quand vous faites des conférences sur la psychologie. Ce n'est pas propre au thème de la consolation, c'est globalement, les femmes sont plus attentives à la question psychologique et émotionnelle que les hommes. Les hommes en ont autant besoin que les femmes, mais les femmes ont compris que c'était mieux de savoir un petit peu certaines choses, de jouer le jeu, d'essayer de mieux comprendre. Donc c'est un problème culturel plus que biologique certainement. Les femmes sont en avance quant à la culture psychologique, à la culture émotionnelle par rapport aux hommes. Mais moi ce qui me réconforte, c'est que depuis le début de ma carrière, je vois quand même de plus en plus souvent des hommes, des lecteurs hommes, etc. etc. Donc ça va finir par changer d'ici quelques siècles. D'autres questions, des témoignages? Votre sujet, moi, j'ai trouvé que la difficulté à accepter la consolation, effectivement, je ne l'avais pas vu, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas vu. La personne, en fait, j'ai eu une perte proche, et j'ai donc un proche à consoler. Enfin, j'ai certainement trop consolé, je dirais, même.
j'ai pas vu cette acceptation qui ne voulait pas. C'est ça que j'ai découvert avec vous ce soir. Et est-ce que c'est une phase de deuil? Comment c'est ce moment-là? Est-ce que ça dure? Comment ça se présente? Parce que là, j'avoue que je n'étais pas du tout dans ce schéma-là. J'ai eu l'impression, mais j'ai l'impression maintenant d'en avoir fait beaucoup trop. Mais c'est parce que je voulais les consoler, quoi, tout simplement. Je voulais pas autre chose. Et par contre, on vient de recevoir un revers là, qui est très fort, parce qu'en fait, pour l'instant, il essaie de nous isoler. Alors, est-ce que je dois attendre qu'il revienne, effectivement, pour peut-être, comme vous l'avez dit, passer des messages? Est-ce que c'est ça qu'il faut attendre? Comment on doit, à la limite, aujourd'hui, agir pour que ça revienne, que ça adoucisse un petit peu tout le monde, que ça soit plus agréable pour tout le monde? Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner des bons conseils, ne connaissant pas toute l'histoire, mais ce que vous dites est clair. Effectivement, il y a deux points. D'abord, le premier point, c'est que parfois, en voulant trop bien faire, on provoque une petite indigestion, ou un petit rejet, ou un gros rejet. Et ça, vraiment, c'est un truc très très important. C'est-à-dire, autant l'indifférence n'est pas une bonne chose, autant le gavage, la consolation imposée, avec des bonnes intentions, hein, parce qu'on veut que la souffrance soit atténuée, peut effectivement, pour certaines personnes, les fermer encore plus. La deuxième partie de votre donc, effectivement, je propose ma présence, et si je sens que ça passe difficilement, je signale juste que, voilà, je suis très touché par ta souffrance, tu es quelqu'un qui compte pour moi. Dès que tu as besoin de moi, dis-le-moi, là, je te laisse tranquille, voilà. Et vous dites ça, vous avez dit quand même quelque chose d'essentiel. Après, la deuxième partie de votre question, c'est que faire maintenant, alors que vous sentez que ça continue? Ben, c'est peut-être ces fameuses consolations à distance dont on parlait, c'est-à-dire faire peut-être une lettre, écrire un mot, puisque l'avantage des courriers par rapport aux discussions, c'est que les gens les lisent du début à la fin, quoi. Sinon ils nous interrompent quand on essaie de dire des choses parfois. En revenant sur l'essentiel de ce qu'on a évoqué là, voilà. Je suis très touché par ce qui t'est arrivé. Je voudrais t'aider, mais je comprends que je m'y suis peut-être mal pris. Voilà. Et donc, sache que si tu as besoin, on viendra vers toi. Quelque chose comme ça, en tout cas, effectivement. Mais c'est douloureux parfois quand on veut aider, et de voir que cette aide n'est pas recevable à ce moment donné par cette personne. Et ce n'est pas forcément parce qu'on aide mal, c'est parce que c'est pas le moment, c'est pas la bonne manière. Mais votre expérience, je pense qu'on a été nombreux certainement à vivre des moments comme ça, de difficulté à consoler. Oui, alors... Pardon, après il y aura on peut faire dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Merci. Moi je vais faire un petit lien avec l'activité, puisque je suis bénévole Jeune Malm. Et tout ce que vous avez dit, sous tous ces aspects, ça touche et ça rejoint vraiment des choses nous on vit au quotidien dans nos accompagnements. Sur beaucoup d'aspects. Et je vais vous faire part d'un témoignage où on parle de consolation, ce qu'on peut apporter nous lors de nos accompagnements, et où on se retrouve à être consolé nous-mêmes aussi. Et donc le témoignage que je vous apporterai, c'est lors de mes accompagnements du samedi, puisque moi c'était le samedi que j'intervenais. Eh bien, j'allais voir une vieille dame qui était donc dans sa chambre en soins palliatifs. Et puis, à chaque fois, elle déclinait l'invitation à l'accompagnement et ma présence. Et de façon régulière. Et puis, cette vieille dame, elle avait un visage austère, un peu comme on peut se représenter les vieilles dames quand on est tout petit, qui font un peu peur, le temps acariâtre, voilà. Il y avait cette image-là, petite dame toute frêle, et puis bon, moi quand je rentre dans la chambre, je
suis à l'opposé, voilà, je suis pas aussi impressionné. Et donc, je me présentais à chaque fois, et puis elle me déclinait l'invitation, je n'ai pas besoin. Alors, c'était pas de la méchanceté, mais elle était sèche, distante, et c'était pas le moment. Voilà. Et bon, ben, on est aussi formé, hein, bien entendu, pour accepter ça, et j'ai accepté, mais je me disais, bon, bien, on verra bien. Et les semaines passées, ce qui est assez rare, puisque généralement on ne voit pas les gens qu'on vient rencontrer, on les voit 2 fois, 3 fois maximum, et puis après c'est voilà, terminé. Et puis cette personne-là est restée plusieurs semaines, 4-5 semaines, et un jour, eh bien, quand je rentre dans la chambre, sa fille est présente, que j'avais déjà vue. Et là, elle accepte d'échanger avec moi un petit peu, et puis j'échange aussi avec sa fille. Et ce qui s'est passé, c'est que cette dame qui avait toujours été très distante, voire même qui était un peu en rejet de l'accompagnement, eh bien, dans l'échange qu'il y a eu, il s'est passé quelque chose, parce que il y avait des dispositions qui étaient propices, on va dire. C'est comme ça qu'on pourrait le dire, je pense. Et elle s'est mise à sourire. Alors, et son visage a été vraiment complètement changé à ce moment-là. Et ça m'a fait plaisir, mais donc je lui ai remercié, après je me suis éclipsé, et je suis parti, et étant donné que j'avais quand même insisté plusieurs semaines, pas insisté, mais que toutes les semaines c'était presque un rituel, je revenais la voir et que non, j'ai pas besoin, je vous remercie, c'est bon. Mais ce sourire, en fait, je suis retourné 5 minutes après dans la chambre, et je suis allé la voir et je lui ai dit, je vous remercie pour votre sourire, vous ne pouvez pas savoir. Et là, elle a eu carrément la banane, et vraiment, mais c'était assez incroyable l'effet que ça produit sur elle, et puis aussi l'effet que ça a eu sur moi. Voilà, donc c'était réciproque ce moment, mais ce qu'il faut savoir, et ça rejoint ce que la dame a dit tout à l'heure, c'est que il y a des moments où c'est pas le moment, et que c'est pas nous qui choisissons. Et donc c'est la personne auprès de laquelle on est qui choisit le moment d'accueillir ce qu'on peut lui apporter. Et donc ça ne nous appartient pas quelque part. Voilà. Je voudrais en profiter juste. Est-ce que toutes les personnes de l'association pourraient se mettre debout pour d'abord qu'on vous voit, si vos voisins veulent vous parler? C'est possible? Regardez bien, si vous en avez autour de vous, parce que je trouve que c'est quand même vraiment tellement bien ce que vous faites, merci pour vous applaudir. Merci pour elle et pour eux. Tout parlez-leur par rapport à d'autres volontaires seront certainement bienvenus. Oui, quand on parle de l'écoute, c'est ça, c'est d'être bienveillant et de dire à la personne, quand on est près d'elle, de lui dire « on vous entend ». Tout simplement, elle a besoin que de ça, elle n'a pas besoin de nos conseils au final, parce qu'on est qui pour lui donner des conseils. Et notre présence, ça la réconforte, parce que c'est ce que l'on dit tous, hein, mes camarades bénévoles, nous sommes la société qui va à la société, tout simplement. Nous sommes comme eux. Nous ne sommes pas soignants, hein, nous ne sommes pas là pour leur donner un diagnostic, nous ne sommes pas là pour leur annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle, nous sommes là pour les écouter. Et ce que vous disiez tout à l'heure, également le toucher parfois, parce que c'est dans la communication non verbale, parfois nous rencontrons des personnes qui ne peuvent plus parler. Et simplement de les regarder et de leur prendre la main ou de mettre... pardon, le regard, tout à fait. Et beaucoup de choses passent par le regard et ils reconnaissent notre rôle parce qu'ils voient que nous venons sincèrement et nous avons le sourire parce que nous apportons le sourire. Et comme vous parliez pour l'enterrement toujours triste, ben nous on n'est jamais triste. Que ce soit nous bénévoles quand on se rencontre, nous ne sommes jamais tristes. Alors parfois nous sommes bousculés par certaines histoires de vie qui nous touchent parce qu'elles peuvent faire écho à notre propres histoires aussi, hein, tout simplement. Mais sinon, nous ne sommes jamais tristes. Et quand on arrive dans la chambre, eh bien,
les malades sont bienveillants avec nous. Ils nous accueillent, mais vraiment d'une façon extraordinaire, et nous avons peu de refus. Nous en avons bien sûr, mais c'est vraiment peu par rapport au nombre de visites que l'on peut faire. Et voilà, donc l'écoute, dire oui, j'entends ce que vous me dites, et ça c'est important. Et les laisser quand ils sont en colère, parce que parfois ils sont en colère et on leur dit, bah oui, vous avez le droit d'être en colère, libérer cette colère, il faut voilà, leur donner le droit. Et puis je vais conclure aussi que parfois ils se sentent coupables. Pourquoi moi? J'ai jamais fumé par exemple, j'ai toujours mangé sainement, et qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Et on les rassure en leur disant, mais de toute façon, vous n'êtes pas coupable, vous êtes une victime de la maladie. Et déjà leur dire, vous n'êtes pas coupable, vous êtes victime de ce qui vous arrive, bah déjà ça les rassure. Et le fait de rassurer quelqu'un qui est malade, d'être près de lui, bah, il va mieux. D'ailleurs, ils nous le disent, hein, merci pour ce que vous nous avez amené, ça leur a fait un petit rayon de soleil. Voilà notre rôle. Merci. Merci beaucoup. Vous donnez l'impression de ne rien leur amener, vous arrivez les mains vides, mais vous amenez votre humanité, votre présence, votre fraternité. Effectivement, le regard, quand je parle de présence, attention, je regarde la personne, je me regarde qu'elle, et voilà, j'offre quelque chose de très, très précieux. Est-ce qu'il y a peut-être encore un témoignage ou une question, parce que je vois que le retour. Merci, juste très brièvement, je suis médecin libéral, je ne suis pas du tout dans un centre hospitalier ni en soins palliatifs, et pour autant, je voulais juste revenir sur le fait de poser la main, ça m'arrive très souvent, quand il n'y a pas de mots, parce qu'il y a trop d'émotions du patient, ou de son entourage, ou du soignant, et ben c'est quand même un moment où on est présent, et c'est aussi remettre, c'est être vivant. Quand on touche, on met la personne dans son corps, et pour ça il n'y a pas de mots. Et pour autant, c'est un moment où c'est pas qu'on n'est plus dans la souffrance, mais on est dans le présent et dans son corps. Donc c'est au-delà de quelque chose, enfin c'est bienveillant bien évidemment, mais c'est aussi je suis présent, puisque la preuve, je te touche pour te dire que je n'ai pas de mots, mais je suis là. Merci beaucoup. Je vous remercie déjà pour cette belle conférence et puis l'association ici présente. Moi je suis soignante, je suis médecin et je suis très impressionnée en fait par tous ces bénévoles qui ont le courage en fait d'aller près des patients qui souffrent, parce que je trouve que c'est très compliqué de trouver la juste distance justement. Et monsieur disait que c'était pas forcément toujours facile et qu'on était parfois bouleversé dans certaines situations. Et pour moi c'est très difficile justement de trouver ça, de faire la différence entre la compassion, l'empathie, voilà, d'être présente mais sans y laisser des plumes quoi, dans certaines situations difficiles. Et ça je trouve que c'est très difficile, je suis très impressionnée par tous ces bénévoles et je les remercie de faire ce travail. Alors, je crois qu'il y a une dernière intervention, ça peut être aussi un petit mot de conclusion. Merci. Je vais ajouter une chose par rapport à ce que vous avez dit lors de votre intervention et puis à l'instant. C'est vrai que nous, on arrive les mains vides quand on va faire de l'accompagnement. Vous avez parlé de ce qui se passe au niveau cérébral et dans les observations qui sont faites. Et j'ai envie de parler peut-être de choses plus subtiles. On arrive les mains vides, mais on arrive le cœur plein. Et je pense que c'est des dispositions qu'il faut avoir de lâcher prise. C'est-à-dire que quand on arrive, on est comme vous, on est tous les mêmes, on a nos problèmes. Et que ce qui est important pour que la connexion se fasse, c'est de laisser le quotidien,
les courses à faire, qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure, et d'être dans l'instant. Vous avez exprimé l'instant, et ça, on touche du doigt quelque chose qu'il faut arriver à mettre en place, qui est d'être là, sans être perturbé par notre histoire, par ce qu'on va faire avant ou après. Et ça, Brigitte, elle a dit, quand on rentre dans une chambre, on est sur des situations de soins de vie, dans des situations d'extrême, en fait. Vous parliez des bobos, des petits-enfants qu'on peut consoler. Et là, dans ces moments de situation extrême, on perçoit l'acuité que peut avoir la personne qu'on vient accompagner éventuellement à détecter ça, dans le regard, dans l'attitude qu'on peut avoir, dans ce qu'on va dire, comment on va le dire. Et le fait de lâcher prise vraiment, et de mettre de côté un peu le côté cérébral, de ne pas vouloir faire, etc., et d'avoir une disposition qui est subtile de cœur, aide à créer ces moments particuliers. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais dire une petite citation de Léon Ferré sur c'est notre définition du bonheur. Donc Léon Ferré dit que le bonheur c'est pas grand chose, mais c'est juste du chagrin qui se repose. Merci. Encore une fois, c'était, je ne sais pas vous, mais moi, c'était une super soirée de passer ce moment avec vous. Mesdames, messieurs, je voulais juste vous remercier de votre présence. Je voulais remercier aussi, bien sûr, Christophe André pour sa présence. Et nous aurons l'occasion, je pense, de faire plein d'autres réunions. Remercier aussi la gentillesse du prieuré Saint-Côme, de Vincent Guido et toute son équipe qui nous a accueillis ici. Vous pouvez retrouver les ouvrages de Christophe André au fond de la salle. Christophe André a la gentillesse en un petit moment de faire des dédicaces. Et nous, au nom de tous les bénévoles Jeanne Mal à qui vous pouvez venir parler, nous aurions une dernière requête à vous faire. S'il vous plaît, vous vous levez, vous pliez votre chaise gentiment et vous la mettez sur le côté du mur. Voilà, comme ça nous aurons pour très peu de temps à rentrer. Merci infiniment, soyez prudents en rentrant et à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence. À très bientôt sur TV Touraine.